Alors, la suite de la théorie sur le bilan énergétique en lien avec le diagramme énergétique. Donc, supposons que nous avons une réaction chimique du dihydrogène plus du dichlore qui donne de l'acide chlorhydrique, donc 2 mols d'acide chlorhydrique. La question qu'on pourrait se poser, en fait, c'est est-ce que cette réaction est endothermique ou exothermique? Donc, est-ce qu'on va placer l'énergie du côté des réactifs dans le cas d'une réaction endothermique ou du côté des produits dans le cas d'une réaction exothermique? Une autre question aussi qu'on pourrait se poser, c'est quelle est l'allure du diagramme énergétique d'une telle réaction? Pour répondre à ces deux questions, il faut passer par le bilan énergétique. On va travailler avec le tableau de l'annexe 8 de la page 419. Nous allons travailler les réactifs et les produits parallèlement. Donc, les réactifs, on n'oublie pas que les liaisons se brisent du côté des réactifs pour former de nouvelles liaisons, les produits. Et pour que les réactifs puissent briser leurs liens, ils doivent absorber de l'énergie. Donc, le mot-clé ici, c'est qu'on a les réactifs qui absorbent de l'énergie et aussi le signe clé, l'absorption d'énergie, c'est toujours une valeur positive que nous allons donner à l'énergie que nous allons aller chercher dans le tableau de l'annexe 8 de la page 419. Les produits, par contre, pour former des nouvelles liaisons, libèrent de l'énergie. On a vu ça dans un cours antérieur. Et libération d'énergie va avec une valeur négative qu'on va donner à l'énergie qui est située dans le tableau de l'annexe 8. Alors, on va représenter la molécule de dihydrogène. Nous avons l'hydrogène avec son électron de valence. On va la représenter avec la représentation par point de Lewis. Pour atteindre la stabilité, nous avons un doublet qui est formé ici. Et l'hydrogène se retrouve, chaque atome se retrouve avec deux atomes, deux électrons sur le dernier niveau, le seul et unique niveau, ce qui représente, ce qui est comme la configuration électronique finalement de l'hélium. On va représenter la représentation par point de Lewis par la représentation structurale pour montrer tout simplement le lien qui sera à briser. Nous aurons un seul lien à briser et le tableau de la page 419 va nous donner l'énergie que devra absorber la molécule d'hydrogène pour briser la liaison simple entre deux atomes d'hydrogène. Nous obtenons comme valeur une valeur de 436 kJ pour briser ce lien. Nous avons un autre réactif, le dichlore. La représentation par point de Lewis nous montre que nous avons 7 électrons de valence sur le dernier niveau. Le chlore est un élément qui est diatomique. On recommence. Donc, nous avons les 7 électrons de valence. Il va se lier, cet atome-là, à un autre atome de chlore, ici, avec les 7 électrons de valence. Il va y avoir une liaison covalente, un partage d'électrons. Et chaque atome va se retrouver avec 8 électrons sur le dernier niveau. De façon structurale, on peut remplacer le doublet par une ligne. Nous avons une seule molécule de dichlore, alors nous avons besoin de l'énergie qui va briser ce lien-là de chlore, donc qui est une liaison simple. Dans le tableau de l'annexe 8 de la page 419, vous n'avez pas à apprendre par cœur ces valeurs-là. On vous donne un tableau lors des examens. Nous avons un apport d'énergie de 243 kJ. Bien entendu, c'est sous-entendu que ces valeurs-là d'énergie sont positives parce que les réactifs doivent absorber de l'énergie
pour briser les liens. Maintenant, l'énergie totale pour arriver à briser les liens, si on additionne ces deux énergies, nous obtenons une valeur en kilojoules qu'on va pouvoir reporter dans le diagramme énergétique. Vous allez voir que ça correspond à l'énergie totale qui doit être absorbée par les réactifs pour briser la totalité des liens. Ce qui nous donne 679 kilojoules. Pour représenter, on va aller dans le diagramme énergétique. Alors, je l'ai commencé ici avec son axe. Nous avons l'enthalpie ici, qui est en kilojoules. Donc, parallèlement à ça, ce que je vais faire, c'est le diagramme énergétique en lien avec mon bilan. Alors, mes réactifs ici, on les place toujours collés à l'axe des Y. J'ai du dihydrogène avec du dichlore. Et le bilan du côté des réactifs nous montre la chose suivante. C'est que les réactifs doivent absorber de l'énergie pour se transformer en complexe activé et par la suite en produit. Je vais laisser la courbe à cette hauteur parce qu'on ne sait pas si la réaction est exothermique ou endothermique. Mais ce que nous savons, c'est que du côté des réactifs, l'apport d'énergie qui doit être absorbé par les réactifs est équivalent à 679 kilojoules. C'est l'énergie minimale qui doit être absorbée par les réactifs pour que ceux-ci puissent se transformer en complexe activé. Le complexe activé, on peut en écrire un. Donc, il suffit de respecter tout simplement le nombre d'atomes. On peut avoir, par exemple, 2H plus du Cl plus du Cl. Le complexe activé, c'est une molécule qui est complexe. Donc, c'est l'intermédiaire avant d'arriver à la formation des produits. Par la suite, allons travailler le bilan d'énergie du côté des produits. Alors, du côté des produits, ce que nous avons, c'est la molécule de HCl. Nous allons la représenter par la représentation par point de Lewis. 1 électron de valence pour l'hydrogène, 7 électrons de valence pour le chlore. Nous formons une liaison ici. Maintenant, le chlore en possède 8 et l'hydrogène 2. On va représenter ce lien-là par la représentation structurale, tout simplement. On laisse tomber les petits points qui représentent les électrons. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le lien. Nous avons un coefficient de 2 devant notre molécule, c'est-à-dire que ce lien-là, il faut le briser à 2 reprises. Donc, le lien hydrogène-chlore, il se répète 2 fois. Il faut donc aller chercher l'énergie pour briser ce lien-là, mais la multiplier, cette énergie-là, par 2, puisque nous avons 2 liens hydrogène-chlore à briser. Donc, toujours dans le tableau, à la page 419, pour briser, donc, on n'oublie pas que nous sommes avec les produits. Les produits doivent libérer. J'ai dit pour briser, mais c'est pour former, excusez. Donc, pour former, nous sommes du côté des produits. Donc, j'ai fait une petite erreur, là. Donc, pour former ces liens-là, les produits doivent libérer de l'énergie. Dans le tableau de l'annexe 8 de la page 419, nous retrouvons un apport d'énergie qui est 432. Mais comme c'est de l'énergie libérée, c'est une valeur négative. On obtient donc moins 864 kilojoules que les produits devront libérer pour former ces liaisons-là, donc la liaison hydrogène-chlore. On peut voir que les réactifs, si on prend ces valeurs-là d'énergie, autant pour les réactifs que pour les produits, mais en valeur absolue, on peut voir que les réactifs
doivent absorber moins d'énergie qui doit être que l'énergie qui doit être libérée finalement. Donc, qu'est-ce qui l'emporte ici? C'est l'énergie qui doit être libérée. Donc, globalement, on va tout de suite constater que notre delta H de notre réaction, lorsqu'on additionne le bilan, donc les énergies, donc l'énergie pour briser les liens, donc les liens brisés, plus l'énergie des liens qui sont formés, nous allons retrouver automatiquement le symbole pour notre delta H de la réaction, le symbole négatif qui va nous témoigner d'une réaction qui est exothermique. Donc, j'ai pour les liens brisés 179 kJ, c'est positif parce que ce sont des liens brisés. Et pour les liens formés, ce sont les produits. Il y a une libération d'énergie de 864 kJ, ce qui nous donne pour la réaction une valeur totale de moins 185 kJ. Bon, maintenant, la première question qu'on s'était posée tantôt, est-ce une réaction qui est endothermique ou exothermique? Ben, on peut constater finalement que la part d'énergie étant de 185, moins 185, l'énergie va se retrouver du côté des produits pour montrer une libération d'énergie. Maintenant, allons dans le diagramme énergétique. Nous avons la formation des produits. Donc, c'est un palier qui va être un peu plus bas, qui va se retrouver ici parce qu'on va avoir plus d'énergie libérée que de l'énergie absorbée. On peut inscrire sur notre palier notre produit, donc 2 fois la molécule d'acide chlorhydrique. On peut descendre ici notre courbe et on va l'accompagner. On va faire un niveau ici qui relie nos produits et nous allons montrer par une flèche la libération d'énergie qui était équivalente en fait à 864 kJ. On l'avait mis négative, c'est une libération d'énergie. Donc 864 kJ. Ce qu'on peut constater, on a déjà étudié le diagramme énergétique antérieurement, on peut constater que finalement, la première partie d'une réaction chimique, qu'elle soit endothermique ou exothermique, il y a des liens à briser. Et elle est toujours endothermique, la première partie. Donc, toujours, les réactifs absorbent toujours quand même une certaine quantité d'énergie pour amorcer la réaction, donc pour briser ces liens-là. Et on a vu antérieurement qu'on pouvait représenter, je vais le mettre en rouge ici, qu'on pouvait parler de l'énergie d'activation de la réaction qui était directe lorsque la réaction se fait dans le sens conventionnel, donc de la gauche vers la droite, et on l'avait appelé l'énergie d'activation de la réaction directe, le petit d étant pour direct. On peut constater ici que finalement, l'énergie, le seuil minimal d'énergie que les réactifs doivent absorber correspond finalement à 679 kJ. Indirectement, on a notre énergie d'activation pour activer le processus de cette réaction-là. Par le fait même, nous avions vu dans l'étude du diagramme énergétique, nous avions vu aussi le cas où on inverse la réaction, c'est-à-dire que nos produits deviennent nos réactifs, donc la réaction qui est inverse, on partait du palier des produits et on pouvait, excusez ma ligne, on pouvait montrer ici l'écart, donc de l'énergie, donc minimale, donc l'énergie d'activation, je vais le dessiner ici, là, c'est le ED, mais pas le ED, mais le EI, donc l'énergie d'activation, mais de la réaction vue dans l'autre sens. Donc, si par exemple,
Mon 2HCl devient mon réactif et mon H2 plus Cl2 deviennent mes produits. Alors, on l'avait qualifié d'énergie d'activation de la réaction inverse. Mais on peut voir qu'à l'inverse, si l'acide chlorhydrique devient notre réactif, alors l'acide chlorhydrique, pour briser ses liaisons, devra absorber, si on la voit dans le sens inverse, 864 kJ. Une information intéressante à donner, c'est aussi la chaleur molaire. Donc, c'est notre petit écart ici. Donc, c'est le delta H qui a été calculé tantôt avec le bilan d'énergie qui était égal à une valeur de moins 185. Donc, le delta H qui était égal à moins 185 kJ. Donc, c'est un graphique complet. La progression de la réaction dans le temps se retrouve sur l'axe des X. Et même avec ces écarts-là en valeur absolue, le 179 et le 864, on peut retrouver notre delta H sans problème. Revenons à notre équation ici. Donc, avec l'équation, lorsqu'on retrouve l'énergie à l'intérieur, si nous sortons cette énergie-là à l'extérieur de l'équation, il faudra penser à considérer les différents coefficients ici qu'on retrouve devant chacune des molécules. Alors, par convention, on va aller montrer ça de cette façon-là. Donc, si j'ai une mole de dihydrogène plus une mole de dichlore qui donne 2 moles de HCl, lorsque la part d'énergie est dans l'équation thermochimique, ça témoigne d'une réaction exothermique lorsqu'il est du côté des produits. Maintenant, si nous voulons sortir de l'équation l'énergie, il faudra considérer le fait suivant, c'est que lorsqu'on sort l'énergie, c'est la chaleur molaire de réaction. Ce qui veut dire molaire, c'est pour une mole. Il faudra trouver le nombre de kilojoules, mais par mole. Et la question, c'est par mole de quoi? Ici, j'ai une synthèse de l'acide chlorhydrique. Donc, j'ai la formation de l'acide chlorhydrique par les deux éléments qui composent la molécule d'acide chlorhydrique. Donc, par convention, si on sort notre énergie à l'extérieur de l'équation, on va l'exprimer en fonction du nombre de moles, mais de HCl. Donc, par convention. À moins que dans un énoncé de question, on nous spécifie qu'on veut sortir l'énergie puis l'exprimer en mol de dihydrogène ou de dichlore, à ce moment-là, on écrirait tout simplement moins 185, étant donné que nous avons déjà une mole comme coefficient pour ces deux molécules-là. Par contre, ce n'est pas le cas pour l'acide chlorhydrique. Donc, si je veux sortir l'énergie, elle sera négative puisque c'est une réaction qui est exothermique. C'est un peu comme une stoichiométrie que je fais. Je vais aller sous l'équation. L'équation me dit que 2 moles d'acide chlorhydrique sont formés lorsque il y a 185 kJ d'énergie libérée. Alors, pour une mole, j'aurai combien d'énergie lorsque j'ai la formation de HCl? Alors, si on effectue notre calcul, nous arrivons à la moitié finalement, donc une mole fois 185 kJ divisé par 2 moles, nous arrivons à une valeur de moins 92,5 kJ par mol de HCl.